bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, entre autres, vous les retrouverez normalement partout. Et si vous aimez ce rendez-vous hebdo de la tech, on vous invite tout simplement à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, un commentaire prodigieux que vous saurez écrire avec brio, et puis à partager cette émission sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn avec un seul hashtag, le mot-clé hashtag IPT Podcast, IPT Podcast tout attaché. Je dis nous, car je ne suis pas seul aux commandes, je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon et exceptionnellement sans Emmanuel Leneuf, mais avec l'exceptionnel Lionel Tardy. Oui, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de ce talk sera comment l'offre touristique peut-elle se réinventer, peut-être aussi pour survivre, tout en rassurant ses futurs clients à l'heure de l'après-Covid. Pour vous en parler, nous serons aujourd'hui avec Guillaume Poulain, qui est le directeur des rédactions d'Eventis Media Group, c'est-à-dire tomtravel.com, déplacementpro.com ou l'éco-touristique. Mais avant, nous allons, sans Emmanuel, vous présenter son récap de la semaine. Et oui, parce qu'effectivement, Emmanuel est en interview, mais elle nous a laissé toutes les consignes et nous allons bien entendu vous relater les best-of d'innovation, enfin autour de l'innovation qu'elle nous a compilé pour cette semaine. On commence par Microsoft qui devient docteur Microsoft. Alors la santé, Microsoft en a fait son affaire, vous le savez, comme les autres GAFA, le géant de Redmond multiplie des annonces et profite aujourd'hui de la crise du Covid pour accélérer le pas. En une semaine, donc, le groupe a lancé un chatbot. Ce chatbot s'appelle PlasmaBot pour recruter des donneurs de plasma aux États-Unis. Il permet donc de réaliser des questionnaires à grande échelle, de façon totalement automatisée, de déterminer si les personnes convalescentes du Covid sont éligibles aux dons et ce qui peut être naturellement utile pour la recherche. Alors surtout Microsoft, au travers de ce projet, a annoncé le recrutement de Tom McGuinness, qui est l'ex-CEO de GE Healthcare et donc spécialisé dans l'imagerie médicale et qui réalise aujourd'hui près de 10 milliards de chiffres d'affaires. Il a été nommé vice-président Health de Microsoft et il assurera le lien avec le secteur de la santé, les cliniques, mais aussi les laboratoires. Alors c'est effectivement un bond en avant dans la santé qui est parfaitement en cohérence avec le positionnement sur le cloud qui a été initié, piloté par le CEO Satya Nadella depuis aujourd'hui 2014. On en fait aujourd'hui un véritable acteur du cloud, notamment sur Azure comme Google. Microsoft aujourd'hui est dans cette bataille de la gestion des données et surtout la gestion des données de santé. Nul doute finalement qu'avec le nouveau contact tracing, la question de la donnée naturellement sera parfaitement centrale. Oui, la donnée et la santé, mais une semaine également marquée par la France qui mobilise 15 millions d'euros pour l'éducation numérique afin d'acheter et de distribuer du matériel informatique et de connexion aux élèves des quartiers sensibles n'ayant pas les outils nécessaires pour le suivi éducatif à distance. On sait que la prochaine année va être probablement compliquée en matière d'éducation, mais aussi par une étude d'Edelman, qui est une agence conseil en communication et en relations publiques, sur l'impact de la crise du coronavirus sur la consommation. Elle révèle que les marques qui s'engagent durant cette pandémie sanitaire récolteront après la tempête. 65% des consommateurs interrogés assurent que la manière dont les entreprises ont réagi à cette crise aura un impact sur la probabilité qu'ils achètent ces produits à l'avenir. Et 37% disent avoir changé déjà de marque par ces actions. Eh bien, voilà de bonnes intentions vis-à-vis des consommateurs. Et qu'est-ce que l'on pourrait rajouter encore, Mathieu ? Alors, on pourrait rajouter notamment qu'Alibaba, le géant chinois, va investir 26 milliards dans les infrastructures cloud pour damer le pion à Microsoft et Amazon à l'international dans la guerre du cloud. Et c'est génial. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre, Lionel ? Oui, on avait aussi une start-up Justice.cool, qui est une start-up qui résout les problèmes à l'amiable grâce à de l'intelligence artificielle. Zoom, alors vous connaissez tous Zoom qui passe le cap aujourd'hui des 300 millions d'utilisateurs en dépit et contre toutes les critiques, notamment autour de la sécurité.
Ah, et puis alors là, il y en a une petite dernière parce qu'ils sont toujours très bons, ces Américains. Ils lancent des drones pour détecter le coronavirus. Mais bon, on leur souhaite pourquoi. Parce que ça nous fait rire. Mais alors, sinon, on pourrait ajouter que Uber Eats, pour terminer, a récolté presque 3 milliards de dollars d'aide pour les restaurants grâce au bouton de don qui est intégré dans l'application, ce qui est d'ailleurs une très bonne idée. Alors, l'ensemble de ce best-of innovation et de toutes ces actus, vous pouvez les retrouver sur flashtweet.fr, dont Emmanuel est la rédactrice en chef et fondatrice. Je vous rappelle que Flash Tweet, c'est la matinale digitale de Twitter sur la transvolume, et vous allez pouvoir retrouver ce rendez-vous quotidien tous les matins du lundi au vendredi à 7h30. Confinement oblige vers 9h en ce moment. Et donc Emmanuel, chaque jour, elle vous concocte les 10 informations clés à ne pas rater sur l'innovation. Voilà, donc globalement, vous avez toutes les informations. Et maintenant, je pense, Lionel, que nous pouvons passer au thème du jour. Alors Mathieu, aujourd'hui, nous allons aborder le tourisme à l'heure de l'après-Covid. Comment l'offre touristique peut-elle se réinventer, peut-être pour survivre, tout en rassurant ses futurs clients pour cet été et plus largement pour les 18 prochains mois. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Guillaume Poulain, le directeur des rédactions d'Eventis Media Group, c'est-à-dire Tom Travel, déplacementpro.com ou l'éco-touristique. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous les deux. Eh bien, bonjour Guillaume, bienvenue dans ce podcast. Première question déjà, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement Eventis Media Group et puis ce que tu fais au sein de ce groupe? Oui, Eventis Media Group est le premier groupe média B2B du travel en France. On a donc 3 titres. L'éco-touristique, qui est un magazine et un site d'information destiné aux professionnels du tourisme au sens large du terme. Déplacementpro.com, qui est un site dédié aux voyageurs d'affaires, aux travel managers et aux acheteurs, donc des entreprises qui sont intéressées par le déplacement professionnel, comme son nom l'indique. Et Tom.travel, qui lui est spécialisé dans l'innovation technologique dédiée ou applicable au tourisme et au voyage d'affaires. Mon rôle, c'est donc de piloter les lignes éditoriales et le développement de ces 3 médias au sein d'Eventis Media Group, qui a par ailleurs une activité d'événementiel. Nous organisons des journées de conférences, des soirées de gala à destination des patrons du tourisme et du voyage d'affaires. Donc, observateur avisé, comme le disait Lionel. D'ailleurs, on parle souvent du secteur du tourisme et des touristes au sens large. Alors, comment est-ce que tu peux les définir et comment sont-ils finalement constitués ? Oui, c'est difficile de généraliser. Quand on parle du tourisme, en fait, il faut bien comprendre que cette industrie, il y a différentes verticales dans cette industrie. On parle de la production, donc les tours opérateurs, de la distribution, donc les agences de voyage, les agences en ligne, l'hébergement, que ce soit l'hôtellerie traditionnelle ou les nouveaux modes d'hébergement de type Airbnb. Le tourisme intègre également le transport et les activités, à savoir le monde de la culture, les spectacles, ce genre de choses. Donc, c'est une industrie qui pèse beaucoup dans l'économie française et mondiale. Et donc, que révèle cette crise du Covid-19 sur ce secteur du tourisme? En fait, que révèle peut-être sa fragilité, son impréparation? C'est peut-être des modèles économiques optimistes quand on parle de transport. On voit bien qu'on nous en parle à peu près tous les jours, finalement, de ce gros nuage noir qui plane sur cette économie très importante, malgré tout, pour la France. Cette crise, en fait, montre le poids de cette industrie. En France, c'est 8% à peu près du PIB, c'est 10% du PIB de l'Union européenne. On estime qu'il y a en France 2 millions d'emplois directs et indirects. Et donc, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a déjà un gain ou un regain d'intérêt de la part de l'État vis-à-vis du secteur du tourisme, ce qui est une bonne chose. Et puis, la crise met évidemment en évidence le fait que de nombreux acteurs ont un business assez fragile, car il est très souvent basé sur du volume avec des taux de marge très faibles. Et en fait, la crise, elle agit comme un révélateur, voire comme un amplificateur, en fait, qui met en lumière les faiblesses de l'industrie et son besoin vital de s'autodisrupter. Et j'invite les auditeurs à lire un article qu'on a publié sur l'éco-touristique qui a été rédigé par Christian Delon et qui est intitulé « Voyage, c'est une crise, non, c'est une révolution ». Et en fait, donc Christian Delon est une personne qui connaît très bien la technologie et le monde du tourisme. Il a travaillé chez Amadeus, chez Air France. Et avec lui, on organise un grand événement qui se déroulera en novembre au Portugal et qui portera en fait sur ce besoin de réinventer le tourisme. Et je tiens à préciser que cet événement a été prévu bien avant la crise.
Et en fait, on se rend compte que cette crise vient amplifier des signaux plus ou moins faibles qui sont désormais des grandes tendances de fond. Par exemple, ça fait déjà un moment qu'il y a une pression vis-à-vis du changement climatique, de l'accès aux ressources. On parle aussi de ce besoin de favoriser la cohabitation entre les touristes et les habitants, le besoin d'opérer des mutations énergétiques, de favoriser l'innovation technologique et peut-être aussi c'est l'occasion de disrupter des modèles économiques qui sont un peu vieillissants. Et puis, on voit, il y a une aspiration en ce moment des gens pour un mode de vie plus doux, plus lent et d'une fameuse quête de sens. La sécurité aussi est un aspect hyper important dans le monde du tourisme. Quand je dis sécurité, c'est que je parle des pays qui seraient instables d'un point de vue politique, où il y aurait des risques d'attentats. Et bien maintenant vient s'ajouter une sécurité sanitaire. Donc il y a de fortes chances que demain il y ait des contraintes pour les acteurs du tourisme, ou ce besoin en tout cas de rassurer les voyageurs. Et puis évidemment, comme toutes les crises, celle-ci risque de donner lieu à des acquisitions. Il faut savoir qu'en Europe, on a très peu de géants d'acteurs du tourisme, on n'en a plus beaucoup aujourd'hui, et la plupart des géants sont américains ou chinois. Il y a des chances pour que les investisseurs tirent profit en fait de cette crise et fassent des acquisitions. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand on parle effectivement d'acteurs étrangers qui pourraient potentiellement faire des acquisitions françaises, quand on parle notamment Covid, on associe souvent ça aujourd'hui à une consommation presque locale. C'est comme si depuis le début de l'épidémie, il y avait finalement une volonté de rechercher un équilibre économique pour se recentrer presque au niveau local, alors sous forme de conviction, de nécessité. On voit qu'ils étaient plus ou moins prêts. Est-ce que c'est une réalité selon toi? Est-ce que ça va être suffisant pour entamer ce que serait peut-être l'après-Covid? C'est une réalité. La première raison est toute simple, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra voyager en dehors de la France. Et la deuxième raison, c'est qu'effectivement, l'État, une partie de l'industrie du tourisme a cette volonté de faire preuve de solidarité envers les acteurs français du tourisme. Alors encore une fois, c'est au sens très large du terme. Je parle des hébergeurs, ceux qui proposent des activités, des producteurs locaux, des restaurateurs, etc. Et donc, on peut se demander si cette dynamique va amorcer ou amplifier, va amener les Français à davantage découvrir en fait leur territoire, leurs artisanats et leurs coutumes locales. Après, il faut savoir que le voyage de proximité, ce n'est pas un phénomène uniquement national. Il y a des régions qui s'interrogent aujourd'hui sur l'intérêt de favoriser un tourisme intra-régional. Et clairement, cet été, cela aura bien lieu. Après, est-ce que on parle là d'une nouvelle habitude qui va devenir durable, le voyage de proximité? Ça, je peux pas vous le dire, j'en sais rien. Est-ce que c'est suffisant? Alors, d'un point de vue économique, non, c'est pas suffisant. Il faut savoir qu'un Français, qui voyage à l'étranger dépense plus que lorsqu'il voyage en France. Donc là, il y a un problème de fond, c'est-à-dire que le Français qui va voyager en France cet été ne dépensera pas autant qu'un étranger qui serait venu en France. Bien sûr. Et donc, en fait, ça, c'est un combat qui a lieu depuis très longtemps dans le monde du tourisme. C'est qu'on dit toujours qu'on est la première destination. Et on parle du nombre de visiteurs étrangers. Alors, je ne reviendrai pas sur ce débat parce que on va rentrer dans des chiffres, etc. Mais il y a une chose qui est beaucoup plus importante, c'est de regarder le classement des recettes en provenance des voyageurs étrangers. Et là, on constate qu'on n'est pas du tout sur le podium. Loin de là. C'est-à-dire que ce serait quoi à peu près le chiffre ou le ratio intéressant? Non, en fait, je crois que c'est souvent les Américains qui sont parce que c'est ce que tu viens de dire. Quand on part à l'étranger, on dépense beaucoup plus, et quand on est aux États-Unis, on est bloqué aux États-Unis. Le pays est immense et donc on dépense énormément. C'est peut-être pour ça qu'ils sont en tête avec beaucoup moins de touristes. Et puis, comme c'est un pays géant, ils sont aussi du tourisme local. Finalement, c'est ça, le jeu. Ouais, et puis, vous savez, j'ai plus les chiffres en tête, pour être honnête, mais il me semble que, par exemple, on est derrière l'Espagne quand on regarde les dépenses moyennes par séjour. En fait, si vous voulez, c'est l'exemple qu'on donne toujours. Nous, on comptabilise le touriste hollandais qui va dormir une nuit en France pour aller passer 15 jours en Espagne. Bien sûr.
on va le compter, mais in fine, il a dépensé son argent en Espagne et pas en France. Voilà. Après, il y aura peut-être d'autres tendances. Peut-être qu'on aura... Comment ? C'est notre position géographique qui redonne ça. C'est ça. C'est le fait de l'Espagne sans passer par la France. Ouais, et puis si on attend, oui, et puis c'est la position stratégique de la France, en effet, de nos aéroports, hein, qui sont des gros hubs. Il faut savoir que 2/3 des touristes en France sont français. Ce qui surprend, en général. Et à Paris, il n'y a que Paris qui est un peu fait figure d'exception. Oui, une autre question qu'on voulait te poser, donc face à cette relocalisation dont on vient de parler, est-ce qu'en France, tous les acteurs sont égaux face à cette nouvelle distribution qui est liée à ces contraintes sanitaires et peut-être à cette psychologie de dire je pars en France, c'est mon pays, je vais dépenser moins alors que je me lâcherai beaucoup plus pour aller craquer un voyage, pas forcément en Europe, mais peut-être si je vais aux Maldives, etc., etc. Est-ce qu'ils ont tous ces acteurs, les acteurs Ils ne sont pas tous égaux, malheureusement. Non, d'un point de vue économique, il va malheureusement y avoir beaucoup de casse. Malgré les aides de l'État et le dévouement des associations professionnelles qui ont vraiment défendu les intérêts de l'industrie, malheureusement, de nombreux acteurs n'ont pas les moyens de résister si longtemps à un gel du chiffre d'affaires. Et il y a des acteurs qui n'auront pas les moyens de s'adapter à des contraintes sanitaires. Si vous dites par exemple à un petit restaurateur que ce sera un client sur 2 parce qu'il y a de la distanciation sociale, etc., lui, en termes de charge, il n'aura pas 2 fois moins de charge. Donc ça va être compliqué. Et puis, un autre problème qui est structurel, c'est que les Français voyagent beaucoup depuis très longtemps à travers le monde entier. Et donc, en fait, on a une industrie qui est essentiellement construite sur l'outgoing, c'est-à-dire sur les Français qui partent à l'étranger. Et par conséquent, dans la distribution, donc chez les agences de voyage, eh bien, ils n'ont pas toujours une offre France très intéressante, très riche. Ils sont plutôt spécialisés sur des destinations lointaines. Alors, ils vendent la France, mais ils la vendent pas autant que des destinations étrangères. Donc c'est peut-être une occasion pour les producteurs. Oui, de retrouver de nouveaux modèles ou de nouvelles manières de vendre des produits. En leur disant écoutez, vu qu'il va y avoir un tourisme de proximité pendant quelques temps, peut-être que vous allez vous intéresser à ce qu'on peut vous proposer, quoi. Parce que les agents de voyage vont avoir besoin de proposer autre chose. Bien sûr. Parce que j'avais entendu dire que le passeport français était le passeport le plus passe-partout du monde. C'est-à-dire c'était celui avec lequel on avait besoin du moins de visas pour séjourner dans tous les pays du monde. Ouais, c'est l'un des meilleurs. Ça, c'est toujours pareil. Ça dépend des classements. Parfois, c'est les Japonais, parfois, c'est les Français. Mais effectivement, c'est l'un des passeports les plus puissants, entre guillemets. Voilà. Ça, c'est dû à notre diplomatie, à notre histoire. Pour les mois à venir, ce sera d'aucune utilité, malheureusement. Alors en même temps, cette crise, elle nous amène quand même à travailler sur ce sentiment anxiogène qui est celui peut-être du nouveau touriste finalement, qui aujourd'hui va sentir ou va plutôt avoir besoin de plus de sécurité face à quelque chose ou un monde de demain qui serait incertain, nécessité de revenir par exemple sur une traçabilité de la décontamination d'un magalo qu'on vient prendre, etc. C'est quoi, comment aujourd'hui tu penses que les acteurs du tourisme vont finalement réduire cette appréhension de peur? Eh bien, je pense que l'État va effectivement imposer des mesures concernant la sécurité sanitaire et que les acteurs du tourisme vont devoir communiquer là-dessus pour rassurer les clients. C'est encore un peu tôt pour vous dire. Ce qui est certain, c'est que voilà, il faut non plus seulement rassurer sur la sécurité. J'entends par là les atteintes à la personne, le risque d'attentat, etc., qui a fait de la mauvaise publicité, notamment pour Paris à l'époque des attentats. Maintenant, il y a tout cet aspect sanitaire. Ça va être une nouvelle contrainte avec laquelle il va falloir composer, ce qui est une contrainte supplémentaire pour les acteurs du tourisme. Et qui peut redéfinir un modèle économique totalement, quoi. C'est-à-dire que si on ne doit pas avoir 4 femmes de ménage, mais 6, parce qu'il faut être en mesure de pouvoir prouver qu'on a décontaminé, c'est pas du tout les mêmes choses, les mêmes investissements.
Ah ouais, en effet, c'est une énorme contrainte. En fait, tant qu'on ne saura pas, si vous voulez, quelles vont être les normes qu'il faudra mettre en place, etc., c'est difficile de répondre à votre question. Mais ce qui est certain, c'est que ça va rentrer en ligne de compte et dans le prix et dans le choix de la destination. Ça a commencé déjà avec, vous savez, quand un pays est déstabilisé, mais que le touriste a vraiment envie d'aller le découvrir, eh bien, l'agent de voyage doit se montrer rassurant, doit lui conseiller certaines zones, certains hôtels. Et c'est là où toute son expertise a une valeur hyper importante versus des réservations online où on cherche ce qui est soit le moins cher, soit le plus pratique, ou que sais-je. Mais tout l'aspect sécuritaire, etc., est beaucoup moins pris en compte. C'est aussi une manière, si vous voulez, pour les agents de voyage de rappeler leur importance aux touristes, parce que vous le savez bien, ils se sont un peu fait chahuter par les acteurs du web et voire même énormément chahuter. Parce que des intermédiations. Il y a toute une partie de la population qui estime ne pas avoir besoin d'aller en agence de voyage, ou qui peut-être même jamais mis les pieds dans une agence de voyage pour organiser leur séjour. Peut-être que cela va changer un peu la donne, surtout pour les gens qui voyageront avec des enfants ou des personnes entre guillemets plus à risque, si je peux me permettre. Voilà. Mais clairement, et même au niveau du déplacement professionnel, je pense que ça va être hyper important dans ce secteur-là également. Tu parlais justement de la technologie et cette technologie qui a fait énormément souffrir ces dernières années les agences de voyage. Mais en quoi justement la technologie pourrait-elle accompagner la transformation des offres, voire générer de nouvelles offres ? Sur différentes choses. Moi, j'ai l'habitude de dire pour schématiser, il y a deux types d'acteurs dans le tourisme. Il y a l'acteur historique du tourisme qui essaie tant bien que mal, avec ses moyens, de faire sa fameuse transformation numérique. Et puis, il y a les acteurs qui sont des acteurs de la tech qui vendent du voyage. Booking, pour moi, c'est un acteur de la tech qui vend du voyage. C'est pas un acteur du tourisme qui s'est mis à la technologie plus tard. Et donc, c'est très compliqué pour certains acteurs historiques de passer, de se digitaliser. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas je pense, des moyens financiers, ils n'ont pas forcément les compétences en interne, etc. C'est très compliqué. La technologie va accompagner la transformation des offres si elle parvient à agréger la multitude d'offres qui est diffusée. Parce qu'en fait, souvent, les gens vont vers les mêmes distributeurs, les grandes marques qui sont connues, qui sont rassurantes, etc. Mais il y a une multitude d'acteurs du tourisme derrière qui n'ont pas les moyens d'être visibles auprès du client final, qui n'ont pas la puissance marketing pour être visibles sur le moteur de recherche, etc. Et donc, il va y avoir probablement soit des acteurs qui vont se mettre à agréger une multitude de petits acteurs, soit carrément des nouveaux acteurs qui vont voir le jour grâce à la tech, ou bien des acteurs historiques qui vont se diversifier. Quand on voit Uber, par exemple, proposer Uber Eats, on voit qu'il y a pas mal de business qui cherchent à diversifier leurs sources de revenus et leur proposition de valeur. Ce qui est certain, c'est que ceux qui sont mal équipés aujourd'hui vont particulièrement souffrir de cette crise, parce que c'est pas maintenant qu'il va falloir investir dans la technologie pour changer son inventaire. Non, c'est trop tard. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas prêts à se transformer, ça va être très compliqué. C'est le fond de ton message. Ouais. Et en fait, le risque, c'est que ceux qui n'ont pas assez ou ceux qui ont mal investi dans la tech aient beaucoup plus de difficultés à sortir debout de cette crise. Bien sûr, parce qu'on parle souvent de tech dans ce qui est fun, les buzzwords, les nouvelles applications, mais derrière la tech, il y a aussi toutes les plateformes qui permettent de gagner en productivité, en désintermédiation, en rapprochement, en rapidité, qui sont des avantages concurrentiels d'ordre technologique, mais qui permettent de transformer une organisation. C'est pas que le visible, justement. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas que le visible, il y a cette flexibilité, cette agilité que certains acteurs n'ont pas. C'est une histoire de mindset, en fait. C'est une industrie de gens experts, passionnés. C'est impressionnant de voir la passion, en fait, qu'ils ont pour cette industrie. Mais dans tous ces gens
qui ont réussi, qui ont fait le travel en France, par exemple, eh ben, il y en a quand même pas mal qui ont du mal à investir dans la tech. Parce que ils le font parce qu'ils voient que tout le monde, enfin ils le font, ils essaient de le faire parce qu'ils voient que c'est un peu le sens des choses, quoi. Pour autant, c'est pas dans leur ADN, Dans leur ADN, si je puis dire. totalement. C'est très compliqué pour eux de changer. Et ceux qui ont eu raison hier ont du mal à comprendre qu'aujourd'hui, les règles ont un peu changé, quoi. Alors ça me permet de faire une transition parce que je sens que tu arrives à parler progressivement du tourisme de demain qui intègre plus de techno. Ce serait quoi pour toi finalement l'esquisse du tourisme et des touristes d'ailleurs hein, pour faire le distinguo de demain? Où est-ce que c'est quoi le sens des choses et finalement voilà l'idéal peut-être un peu prospectif hein, voilà. La question elle est super compliquée parce que évidemment j'ai toutes les chances de me tromper. Ce qui est marrant, c'est que si tu m'avais posé cette question il y a 6 mois ou 2 ans, j'aurais pas du tout eu la même réponse. Et oui, c'est l'intérêt d'avoir de diriger aujourd'hui plusieurs rédactions. Ouais, ouais, puis et puis cette crise aussi change beaucoup de choses. Je sais pas exactement comment sera le voyageur et le voyage de demain. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on a une bonne partie des voyageurs qui sont en recherche de capital dit social. C'est quoi? C'est des voyageurs un peu m'as-tu vu sur les réseaux sociaux, qui balancent leurs photos sur les différents réseaux sociaux en disant j'ai été ici, j'ai vu ça, je me suis fait un selfie ici, etc. On a déjà parlé nombreuses reprises sur nos médias des destinations qui cherchaient à être instagrammables. C'est hallucinant. Des hôtels qui sont conçus pour que les gens aient envie de se prendre en photo à tel endroit, etc. pour faire du marketing, etc. Et ben ça, c'est quelque chose qu'il va falloir combattre. Parce qu'en fait, cette dynamique-là favorise la concentration des gens, favorise le tourisme tel qu'on l'aime pas trop en général, c'est le tourisme de masse. Et donc je pense qu'à l'avenir, à mon humble avis, encore une fois je peux me tromper, dans les pays qui sont habitués à voyager, par exemple la France, je pense qu'il y aura de moins en moins de tourisme de masse. Alors il y en aura toujours, et tant mieux, parce que ça permet à des foyers qui ont des revenus plutôt modestes de pouvoir voyager. Donc c'est une offre qui doit exister. Pour autant, est-ce il doit y avoir autant d'acteurs qui favorisent le tourisme de masse? Je pense pas. Donc je pense que quand dans les pays dans lesquels on a l'habitude de voyager, on ira de moins en moins vers ce modèle-là. Pour autant, on ne pourra pas empêcher des pays qui découvrent depuis peu le voyage s'ils le souhaitent, recourir au tourisme de masse. On ne peut pas empêcher, je vais encore parler des Chinois parce que voilà, vous savez, la classe moyenne a émergé en quelques années, etc. On ne peut pas les empêcher de découvrir le monde, et puis voilà. Et si ça passe par du tourisme de masse, ça passera par du tourisme de masse. Certains disent plus personne n'aura envie d'être concentré, d'être dans un endroit fermé, je pense au club notamment, avec plein de gens, parce que justement, ça favoriserait les risques. Donc je ne sais pas trop comment ça va évoluer, mais je pense que c'est, et je l'espère quelque part, la fin du tourisme de masse. Il y a une quête de sens, c'est clair. Et pas que dans le tourisme, dans plein de choses. On va chercher plus de local, plus de social, on va favoriser peut-être on sera plus solidaire, on voudra davantage intégrer l'économie locale. Donc il faut espérer que ce soit une tendance de fond dans le tourisme de demain. Je parlais du tourisme de masse, je pense que pour le combattre, on va devoir réguler. De nombreux patronnes du tourisme ont averti les autorités sur probablement le besoin de lisser les flux. Peut-être qu'il faudra dire, la Tour Eiffel, c'est tant de visiteurs par jour et pas plus. Il y a même Jean-François Rial, le patron de Voyageurs du Monde, qui lui dit ça pose pas de problème si on ouvre le Louvre la nuit, par exemple. Il y a des gens qui seront très satisfaits d'aller voir ce musée la nuit, et ça permettra de compenser le fait qu'il y aura moins de gens qui iront le visiter en journée.
Et ça évite d'augmenter les prix, parce que finalement, si tu dis le Louvre ne pourra accueillir que 2 fois moins de personnes, finalement, économiquement, tu es obligé de doubler le prix. C'est comme Air France. Si on leur demande de mettre un siège sur 2, c'est facile, on double le prix du billet et puis on rentabilise encore l'avion. Là, l'idée de pouvoir ouvrir la Tour Eiffel H24, ça veut dire que peut-être que ça fait aussi baisser les salaires des personnes qui sont à l'intérieur. C'est toute une économie, en fait, c'est tout un modèle économique qui est à revisiter, et puis peut-être aussi un petit peu de réalité virtuelle qui permettrait, comme on le fait aujourd'hui en plein Covid, pour visiter la chapelle Sixtine, par exemple, avec des offres qui sont juste passionnantes. Ouais, alors sur la VR, moi je pense que ça ne remplacera jamais le travel. Ça permettra aux gens de voir des choses qu'ils n'ont pas les moyens de voir pour de vrai, donc ça c'est bien. Mais pour moi, c'est plus du teasing, la réalité virtuelle. C'est plus, ça stimule l'imagination et ça donne envie d'aller peut-être voir de ses propres yeux la chapelle Sixtine. Ouais, c'est aussi un truc. Oui, je pense que on peut pas se contenter de ça. Mais faute de mieux, c'est super. Il y a un truc qui va changer, je pense. On en parle depuis très longtemps sur Tom.travel. C'est le rapport au temps. Le rapport au temps va être chamboulé parce que les sociologues l'expliquent bien. On n'a jamais eu autant de temps disponible pour nos loisirs aujourd'hui. Et puis quand on entend des projets type Hyperloop, si demain je peux faire un Paris-Moscou en 30 minutes, ça va être dingue, ça va changer plein de choses. Ça va chambouler nos habitudes, ça va changer énormément de choses. Donc je pense même notre cerveau va être impacté par certaines technologies si elles voient le jour, parce que on peut se poser la question. On est toujours dans l'expectative, effectivement, parce qu'on nous promettait pour janvier 2020, si je me trompe pas, quelques kilomètres d'Hyperloop pour rejoindre l'aéroport du Strip, ce qui naturellement est déjà très loin. Je crois que ça doit faire au moins 500 mètres. Donc, alors effectivement, il y a beaucoup de choses à entrevoir. Il faudra peut-être faire un épisode, Lionel, sur Tom.travel dédié vraiment digital et solutions autour de la tech, parce que là, il y a encore, à mon avis, pléthore de solutions sur lesquelles on peut composer. Je te rappelle, Mathieu, que tu parlais du Strip de Las Vegas, comme tu avais omis de citer le nom de la ville. Pour imaginer ce que c'est que l'aéroport et le Strip. Voilà. Mais c'est tout. Je crois qu'on peut remercier Guillaume aujourd'hui pour ses réponses et puis pour ce tour d'horizon éclairant sur ce secteur qui est pas toujours très digital et que l'on a bien compris est très complexe, fait d'acteurs géants et à côté d'acteurs qui sont beaucoup plus petits. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup à tous deux pour l'invitation. Eh bien, nous voici donc dans le chapitre Startup, les 2 startups que nous avons identifiées, sourcées par leur intérêt, le projet fantasmagorique ou la promesse qu'elles proposent. Alors Lionel, quelle est la startup que tu nous présentes cette semaine ? Alors, tu vas dire que je fais le rebelle parce que, comme la semaine dernière, quand je vous ai présenté plutôt un service gouvernemental, là, je vais vous présenter quelque chose qui a été annoncé lundi 27 avril, c'est-à-dire là, il y a quelques heures, puisqu'on est en début de semaine, et c'est le programme qui s'appelle Allo Covid. C'est quoi Allo Covid ? C'est un robot qui vous aide à savoir si vous avez le coronavirus. Alors bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. D'un côté, le robot, il est joignable 24 heures sur 24, il est joignable gratuitement. C'est une plateforme qui a été lancée. Ça a été motorisé et réalisé par l'équipe de l'INSERM. Je vous rappelle que l'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et alors, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on va vous poser des questions, ça dure à peu près 3 minutes. Et une fois que les questions basiques sont posées, l'assistant virtuel recherche les possibles symptômes du coronavirus. En cas de signe grave, le robot vous invite évidemment à contacter le service d'urgence, du 15, bien sûr. Si les signes de la maladie sont un peu moins évidents, eh bien, le questionnaire se fait un peu plus précis, antécédents médicaux, maladies chroniques, etc., etc. Ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est pas tellement de vous indiquer si vous devez rester chez vous, consulter un médecin ou vous précipiter sur votre téléphone pour appeler le 15. Ce qui est très intéressant, c'est que avec toutes ces données, l'INSERM nous dit qu'elle va pouvoir collecter des informations sur l'évolution de l'épidémie, en fait,
cartographier l'évolution de l'épidémie après le déconfinement. Et ça, c'est très important parce qu'on sait qu'il y a des régions qui ont été extrêmement touchées et d'autres qui ont été très, très peu touchées. Ça va donc permettre d'anticiper, de calibrer, de dimensionner, éventuellement de se dire ça se déplace pas trop par là, mais par là. Alors bon, on va mettre les médecins en vacances côté calme et puis on va rapatrier tout le monde. Allez, tout le monde revient au bercail, côté un peu plus chaud. En tout cas, c'est une super initiative et d'une certaine façon, ça va accompagner, comme sait très très bien le faire le digital, ça va accompagner cette période de déconfinement. Merci Lionel. Donc à mon tour de m'imposer le même exercice. Moi, je voulais vous parler d'une start-up que j'ai utilisée jusqu'au moment du début du confinement, qui s'appelle Blue Valet. Alors Blue Valet, qui est une start-up qui officie sur les principaux aéroports français, qui a un développement prévu à l'international dans les mois qui vont venir, puisque naturellement ils sont en pleine levée de fonds malgré le confinement. Alors cette application, c'est un peu comme votre parking éloigné, donc forcément moins cher quand vous allez à l'aéroport, sauf que vous y allez avec votre voiture. Vous rendez à votre voiture à l'aéroport, vous avez préalablement réservé un créneau horaire par lequel vous alliez arriver directement à la dépose minute. Le valet vous attend, vous sort les valises de votre voiture, vous souhaite un très bon voyage, prend votre voiture et va la déposer dans un parking éloigné de l'aéroport, donc généralement plus accessible, avec un tas de services, notamment le nettoyage ou autre, et vous la restitue quand vous revenez en fonction de l'heure et du vol que vous aurez paramétré dans l'application. Donc une application de service de manière très, très concrète, qui est passé de 100% d'activité à 0% le jour effectivement du confinement, ce qui est un frein énorme. Ils ont prévu donc de travailler sur un plan de relance à 6 mois après la réouverture des aéroports, et ils estiment aujourd'hui qu'à partir d'avril 2021, ils devraient être en mode run à 100%. Ils sont en pleine levée de fonds. Donc globalement, ça a été un stop au niveau de leur activité, mais la capacité pour eux de se réinventer, peut-être de trouver de nouveaux modèles, en tout du moins d'anticiper un peu mieux tous ces aléas qui pourraient subvenir. Voilà, Blue Valet, en tout cas une application que j'ai trouvée particulièrement pertinente, très utile. Vous arrivez avec votre voiture à l'aéroport, vous repartez avec votre voiture, vous ne payez pas le prix du parking premium et vous avez en plus des services associés. Voilà, quelque chose que j'ai trouvé très fluide, très pratique et très sympa, même si globalement il peut arriver que sur certaines dates un peu clés, tout le monde se mobilise, arrive sur le même plateau, le même plage horaire, donc naturellement ça crée quelques bouchons, mais en tout cas, à tester dès que le confinement sera terminé. Et oui, et puis surtout à regarder le prix, parce que nous, on a déjà utilisé ce type de service, mais pas du tout avec un système de voiturier, mais simplement tu vas déposer ta voiture et là, tu as une petite camionnette qui t'emmène au bon terminal. Mais là, j'imagine qu'en termes de ressources humaines, il va falloir un certain nombre de chauffeurs, notamment aux heures chaudes, c'est-à-dire aux heures où le matin, tous les hommes d'affaires arrivent, ou le soir où tout le monde revient, tu vois ce que je veux dire, ou alors, comme tu l'as dit, au créneau des dates de vacances. Bien sûr, et nous, on l'utilise particulièrement quand on part à Las Vegas, au CES. On pensait partir au CES de Shanghai, nous n'irons pas parce que c'est fermé. Vivatech, nous n'y participerons pas parce que ça n'aura pas lieu. Nous ferons peut-être un spécial épisode autour du voyage professionnel à distance, comme Laval Virtual l'a pu le faire récemment. Oui, il y a encore beaucoup de sujets à traiter autour du tourisme. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a essayé de soulever le voile avec Guillaume Poulain de certains aspects du tourisme et surtout de soit son impréparation, soit sa pré-préparation pour cette sortie du confinement avec toutes les incertitudes que cela comporte. Donc on a fait déjà ce premier tour. On se reverra sûrement avec un autre spécialiste du tourisme pour la partie, on va dire, plus technologique peut-être. Effectivement, parce que le sujet est grand, vaste et il méritera d'autres épisodes à préparer. Cher Lionel, je pense que nous avons tout dit. Nous allons passer sur la fin. On vous remercie tous, bien entendu, d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk. Alors, je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur Apple Podcast et sur l'ensemble des plateformes de podcast favorites qui sont les vôtres, mais aussi sur notre site internet www.innovationtalk.tech. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à partager celle-ci, à partager les épisodes, ceux que vous préférez, mais aussi l'ensemble de nos épisodes sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram,
Instagram, LinkedIn, avec un seul hashtag. Non mais on fait des compilations de moustaches avec un seul hashtag IPT Podcast, IPT Podcast, tout attaché. Je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon, j'ai été accompagné de l'exceptionnel Lionel Tardy. Et oui, Mathieu, c'est vrai qu'on finit par accrocher les mots, ça dépend de l'heure à laquelle on enregistre ce podcast. En tout cas, aujourd'hui, nous recevions Guillaume Poulain, le directeur des rédactions d'Eventis Media Group. Encore une chose, en cette période de Covid, prenez tous soin de tous et la semaine prochaine, nous aborderons le thème des ressources humaines à l'heure du télétravail.